Bonjour, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints à la fois ici en présentiel, mais aussi à distance. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà présents. Donc nous allons, avec quelques minutes de retard, vous nous en excuserez, donc entamer cette deuxième partie de l'Assemblée générale qui va se décomposer de la façon suivante. Nous aurons un sujet autour de la vie de l'association et notre président, Laurent Champanet, fera un retour sur la vie des commissions. Ensuite, nous aurons l'occasion de présenter les nouveaux membres et ensuite, nous aurons une séquence qui concernera la présentation des propositions de la CGE pour l'élection présidentielle et Laurent Champanet aura le plaisir d'être encadré, accompagné par Frédéric Pain, vice-présidente école à la CGE, ici en présentiel, et Pierre Mathieu, secrétaire donc, de la CGE, qui est à distance. Laurent, je te laisse la parole. Merci Hugues, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je vais refaire pour vous un petit élément d'introduction pour dire qu'effectivement, cette Assemblée générale, elle est un peu spéciale et elle est un peu représentative de comment fonctionnent nos écoles aujourd'hui avec du présentiel et du distanciel, donc en mode hybride, avec encore parfois quelques petits couacs techniques, mais bon, je pense qu'on peut constater qu'on a tous bien progressé sur ce sujet-là. Et une assemblée générale qui est effectivement un petit peu, en termes de timing, un petit peu particulière cette année, puisque effectivement, on présente nos propositions pour les candidats à la présidentielle. À partir d'aujourd'hui, on en fera une diffusion aujourd'hui. Et on démarre aussi une activité de lobbying auprès des représentants du champ enseignement supérieur de ces candidats. Voilà. Donc, un format un peu raccourci sur la partie AG pour pouvoir garder du temps pour cette partie présentation présentation de ces propositions à la fin. Et donc, du coup, on avait l'habitude à la CGE, comme le cœur de notre activité, ce sont nos commissions, et qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les commissions. On avait l'habitude de faire une présentation un petit peu exhaustive des travaux de l'année de chaque commission. Alors, on a préféré cette année simplement rappeler quelles sont les commissions et qui les animent. Dans les documents qui vous seront transmis, vous aurez ce résumé d'activités et on s'est plutôt focalisé sur 3 sujets spécifiques qui sont des sujets d'importance pour nous sur le champ du développement durable et des responsabilités sociétales, sur le champ de l'apprentissage et sur le champ du numérique. Voilà. Et donc, je serai accompagné par différentes personnes pour présenter ça. Donc, je rappelle simplement quelles sont les commissions. La commission accréditation, donc, on vient d'en parler, qui est une commission extrêmement importante pour l'établissement, qui est animée par Stéphanie Lavigne, et puis avec Géraldine Sédier, Marie Salvant et Christine Arnoux. Voilà, il y a des gens qui sont dans la salle. Stéphanie me rejoindra après. La commission communication, animée par Tamim, qui est dans la salle aussi. Je ne sais plus où il est là. Voilà. Avec Laurent Vidy, directeur de la communication de la CGE, et Mélanie Goncalves, qu'il faut vraiment remercier parce que Mélanie, elle court partout ce matin et elle a beaucoup bossé pour faire cette assemblée générale. Et le mode hybride, c'est 2 fois plus de travail, hein, effectivement. Merci Mélanie. Sur la slide d'après, voilà, donc alors, la commission recherche et transfert, donc, comme je l'ai dit, Anne Beauval vient de nous quitter, directrice adjointe de l'IMT Atlantique, qui est devenue DREAL de la région Pays de Loire. Donc, on est en train d'essayer de la remplacer
sur la présidence de cette commission recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'existence de la recherche dans les grandes écoles, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit proactif tout le temps parce que c'est une évidence pour personne, alors que c'est un des éléments, c'est un des critères d'appartenance à la CGE, l'activité de recherche. La commission Hamon, qui est présidée par Romain Soubéran, et on s'en excuse, mais on a oublié une photo parce qu'il y a aussi une vice-présidence avec Delphine Manceau, la DG de Neoma. Et puis la commission Hamon, c'est tout ce qui est comment on recrute dans nos écoles. Et la commission Aval, présidée par Nicolas Glady, le DG de Télécom, sur comment s'insèrent nos étudiants, et en particulier avec l'enquête insertion annuelle de la CGE. Et puis, pour travailler sur ces sujets-là, Nadia Hilal comme chargée de mission et Elisabeth Bouillet qui est au cœur des activités de la commission Aval. Voilà. Et puis, deux sujets importants en termes de commission, la commission développement durable et responsabilité sociétale. Donc, Denis Guibard, qui préside cette commission, va nous faire un focus sur ce sujet-là, juste après. Et une commission qui est un peu récente, mais qui est fondamentale pour nous, et on en reparlera dans les propositions pour les présidentielles, la commission Grandes Écoles et Territoires. Les grandes écoles sont présentes sur tout le territoire national, y compris dans des petites villes, et sont un élément fort du dynamisme local dans leurs relations, à la fois avec le tissu socio-économique, mais aussi avec les collectivités. Et c'est des sujets qui sont travaillés dans cette commission, avec Gérald Majou, qui est à la manœuvre pour créer le dynamisme. Donc, merci à eux. Et puis, enfin, une commission centrale pour nous, qui est la commission formation, donc avec une réflexion un peu macroscopique au niveau de la CGE, c'est-à-dire que on ne s'intéresse pas à la CGE à comment on forme un ingénieur ou comment on forme un manager. Ce sont des travaux qui sont faits plutôt côté CDFI ou côté CDFM, mais plutôt les questions un peu centrales qui sont comment est-ce qu'on forme des gens qui seront des cadres d'entreprise ou d'organisation aptes à conduire des mutations, et dans un contexte aussi de forte mutation des organisations du travail. Donc, comment est-ce que nos organisations de formation sont cohérentes avec ces organisations du travail? Donc, avec Océane Rousseau et Alice Jacques, qui sont, je crois, dans la salle ou qui courent partout aussi. Voilà, là-bas, pour cette commission formation. Et puis, les questions, en fait, d'environnement, de tout ce qui va autour de la formation, et en particulier le vivre ensemble, sachant que le vivre ensemble, c'est aussi une problématique des entreprises et des organisations que vont rejoindre nos étudiants. Donc, il faut forcément que cette partie vie étudiante et gestion de la diversité soit un élément particulièrement central de nos formations. Donc, une commission de diversité animée par Vincenzo, qui était là tout à l'heure. Voilà, il a dû partir. Et le DG de l'ESSEC, et puis une commission vie étudiante animée par François Boucher, le DG de Polytechnique, et avec Solène Quéré, qui est à l'animation. Et puis, là encore, les entreprises et les organisations qui rejoignent nos diplômés sont de plus en plus internationales. Donc, les relations internationales de nos écoles sont des marqueurs forts de nos particularités. Et donc, une commission de relations internationales, alors qui était animée par Abdelatif Meraoui, qui est devenu du jour au lendemain ministre de l'enseignement supérieur du Maroc, donc qui nous a quittés du jour au lendemain. Donc, on est en train de lui chercher un remplaçant. Et aujourd'hui, on peut remercier Elena, qui est au fond de la salle, je ne la vois plus, qui en fait assure cet intérim comme elle peut. Donc, on va faire ça rapidement. Voilà. Et puis, rappeler que il y a aussi des gens qui font de l'appui aux travaux de la CGE, en particulier Nabila, qui fait une partie accueil et assistante, Isabelle Laurenceau, qui est responsable de pôle gestion de l'information des process administratifs, et puis Elena, qui est responsable administrative et financière aussi. Donc, merci à toutes ces personnes qui font le dynamisme de la CGE. Voilà.
Quelques éléments d'information pour commencer sur des écoles qui nous rejoignent, hein. Donc, on est dans un processus permanent. Alors, parce que les écoles évoluent, elles se reconfigurent, certaines se créent, certaines fusionnent, certaines changent d'orientation. Donc, on a un processus permanent d'intégration de ces écoles, de réévaluation, donc avec un processus qui, je le sais, est parfois un petit peu long, d'intégration des écoles dans la conférence des grandes écoles, hein. Il y a un certain nombre de critères d'appartenance à la CGE, on en reparlera après, qu'on cherche à vérifier, donc avec des échanges souvent longs et riches avec les équipes de direction de cette école. Et donc récemment sont rentrés 3 IL, qui est dirigé par Dominique Bayarja, et puis l'INSA Hauts-de-France. Elle est là-bas, Dominique est là, merci. Et puis l'INSA Hauts-de-France, qui est donc là une reconfiguration à partir d'une école qui était une école de la CGE, qui s'est élargie au sein de l'université de Valenciennes et qui est dirigée par Armelle de la Bourdonnais, qui peut être là en distanciel avec nous. Donc, bienvenue à ces deux nouvelles écoles. Et donc, du coup, un petit rappel du périmètre de la CGE aujourd'hui. 232 écoles sont membres de la CGE, avec 219 en France et puis 13 qui sont à l'étranger. Donc, la question, en fait, d'exporter notre modèle de grande école à l'étranger et de traduire cette exportation par une reconnaissance par la CGE est un élément important de notre activité. Ce n'est pas toujours facile, donc on y va un petit peu doucement, hein, mais on intègre régulièrement des écoles étrangères. Et puis vous voyez, toujours une forte prédominance des écoles d'ingénieurs françaises ou étrangères. 146 écoles françaises, 38 écoles françaises de management, et puis alors, des écoles d'autres spécialités, dans le champ de la culture, dans le champ de veto, dans les écoles des ministères de l'Intérieur. Je salue notre collègue de l'école de gendarmerie avec qui je discutais jusqu'à maintenant, voilà, et des écoles du ministère des armées, voilà. Donc 35 de ces écoles et les Sciences Po aussi. Voilà. Donc, du coup, voilà une grande richesse de types d'écoles et un certain nombre de valeurs partagées ensemble, sachant qu'après, vous allez le voir sur les effectifs étudiants, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, les effectifs ingénieurs ne représentent que la moitié de nos effectifs étudiants. Donc, avec, je ne vois plus le chiffre, 426 000 étudiants inscrits dans toutes les formations des grandes écoles, donc à tous les niveaux, hein, voilà. Et donc, vous avez ici les inscrits dans des diplômes d'ingénieurs et les inscrits dans les autres formations d'écoles d'ingénieurs. Et puis, ici, en rouge clair et rouge foncé, les inscrits dans les écoles de management, dans les formations qui donnent le grade de master et dans les autres formations, et en particulier les bachelors des écoles de commerce et de management. Et puis la même chose sur les écoles d'autres spécialités, le grade de master et les autres. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup forcément, puisque c'est une des caractéristiques principales de nos écoles qui forment des cadres, une prédominance des inscrits dans les diplômes au niveau master. Voilà. Et puis, alors, quelques éléments, alors je ne vais pas détailler tout ça, hein, de nos activités de lobbying qui sont de plus en plus fortes, hein, donc en particulier, alors je vois qu'ils sont là, donc je redis pour ceux qui sont arrivés qu'on a créé assez récemment un pôle affaires publiques qui est dirigé par Océane Rousseau, qui est là-bas au fond. Coucou Océane. Voilà. Et on a pris les services du cabinet Rivington, qui est là aussi. Maxime est avec nous.
Du coup, pour effectivement avoir une action de lobbying, en particulier auprès des parlementaires, auprès des ministères. Donc, vous avez ici quelques éléments, à la fois des auditions côté Assemblée nationale ou Sénat, ou côté inspection générale, mission interministérielle, donc sur un certain nombre de sujets. Et le cabinet Rivington nous alimente d'informations quotidiennes, multi-quotidiennes, je dirais, et on essaye de voir comment est-ce que la CGE peut aller s'exprimer sur ces sujets-là. Avant-hier, on était au Sénat sur un sujet qui est fondamental pour nous, hein, l'excellence de la recherche, de la recherche et l'innovation versus pénurie de champions industriels, chercher l'erreur française. Donc, il nous semblait important que la CGE soit interrogée sur ce sujet-là, et ça n'était pas a priori prévu. Donc, voilà, les actions de lobbying qu'on a fait nous a permis d'être présents. Et donc, vous voyez qu'on couvre pas mal de sujets dans ces activités de lobbying. Sur la slide suivante, on a notre participation aussi à un certain nombre de groupes de travail ou d'instances de l'État. Hein. Alors, en particulier sur les questions inclusivité, de vivre ensemble, hein, plan d'action national de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le SR, le comité national de suivi de l'université inclusive, un groupe de travail sur les étudiants internationaux, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, et puis voilà, donc un certain nombre de groupes de travail. La question Parcoursup, on a un groupe de travail Parcoursup au sein de la commission Hamon qui est toujours extrêmement présent sur ce sujet-là, à la fois avec une interaction permanente avec les services du MESRIC qui pilotent Parcoursup, et puis voilà d'autres instances. Voilà, sur la slide d'après, nos congrès, nos colloques, nos journées thématiques, alors dont beaucoup. Alors, vous voyez qu'il y en a eu beaucoup, hein, sur cette fin d'année 2021. Beaucoup se sont faites en distanciel, hein, quelques-unes en présentiel. Mais des sujets qui sont des sujets phares de la CGE, en particulier sur les activités de vie collective et de vie étudiante dans nos écoles, hein, typiquement le séminaire CEVEC, et puis certains sujets qu'on fait aussi en collaboration avec nos collègues, en particulier de la CPU, nouvellement appelée France Université. Et puis, je fais juste un petit point sur un petit webinaire, parce qu'on en reparlera après. On s'est particulièrement focalisé dans nos derniers collègues sur le sujet France 2030, hein, et avec les questions de souveraineté nationale, souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté culturelle qui ont été mises en avant par Emmanuel Macron, en se disant que les diplômés des grandes écoles ont particulièrement à faire dans cette capacité de la France à acquérir différents types de souveraineté sur ces champs-là. Donc, c'était le sujet de notre webinaire. Voilà. Si on peut passer à la suite. Et puis, donc, quelques éléments à venir. On est toujours avec le BNEU et la CDFI très actifs sur C'est pas une option, un colloque de la CGE dont on n'a pas encore défini de thème, mais ça va venir. Voilà. Une assemblée générale en juin. Alors, on a un certain nombre on cherche à mettre du dynamisme aussi entre nos écoles en faisant un certain nombre de prix, dont certains sont nouveaux. Donc, on travaille en ce moment sur le prix CGE de l'innovation pédagogique, hein, considérant qu'aujourd'hui, nos écoles ont été particulièrement réactives pendant la crise sur le champ du numérique. Il faut aussi conserver ce dynamisme-là et les transformations de la formation qu'elles ont générées. Donc, on a créé ce prix pour ça. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est jusqu'à la fin de l'année universitaire. Et puis, toujours, vous savez que on cherche à produire de l'information sur les activités de nos écoles, donc toujours beaucoup d'activités d'enquête,
On a publié une enquête sur les aspirations de nos étudiants, en particulier sur la question de l'idéal. Et puis, on a un certain nombre d'enquêtes qui sont en préparation et qui vont sortir, vous serez prévenus, un baromètre handicap en février, baromètre égalité femmes-hommes. Hein. Alors, sur ces sujets-là, hein, on considère que tout ce qu'on peut faire dans les écoles en termes de formation, d'information de nos étudiants est préparatoire et aura un impact dans la vie professionnelle. Donc, la question de l'intégration de personnel en situation de handicap et la question d'égalité femmes-hommes sont bien sûr des questions centrales dans les entreprises et les organisations. Notre enquête insertion alors je ne sais pas si on peut dire post-crise sanitaire, parce que même post. Laurent, t'as perdu? Le micro est coupé sur le plateau. Laurent ou Hugues, il faut que quelqu'un signale. Non. Le président est censuré. Oui, Voilà, c'est bon. Alors. C'est bon? Est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui. On me dit que c'est revenu. C'est revenu, c'est bon? Donc, j'en étais où? Voilà, donc le numérique. Donc, l'apprentissage est toujours quelque chose d'extrêmement important. La question de l'ouverture sociale sur laquelle on est toujours interrogé. Et puis, on a démarré, sous l'impulsion d'Anne-Lucie, il y a quelques années, un travail sur les relations avec nos alumni et en quoi la relation grande école alumni peut être intéressante et en particulier pour nos jeunes. Donc, des éléments là-dessus. Et puis, un certain nombre de publications qui sont disponibles sur notre site, alors qui sont aussi des publications qu'on utilise dans nos actions de lobbying. Je pense en particulier aux fiches thématiques sur l'alternance dans les grandes écoles qu'on a utilisées quand on est allé voir le ministère du Travail. Et puis, je cherche voilà, le sujet important pour nous, de la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, qu'on a utilisé à la fois auprès de Sophie Cluzel et de Frédéric Vidal, lorsqu'on a organisé des rencontres avec elle. Et puis des publications à venir dans les semaines qui viennent. Le livre blanc ouverture sociale et territoriale. Donc, on a rajouté le côté territorial. On avait déjà fait des livres blancs sur l'aspect ouverture sociale. La checklist lettre de mission pour les référents égalité, référentes égalité. Et puis, un guide pratique du handicap qui va sortir au mois de mars. Voilà pour les publications disponibles et à venir. Et puis, des nouveaux partenariats. Alors, des nouveaux partenariats qui sont aussi logiques. Bon, on a un partenariat avec la PEP sur la question en fait, de comment amener et motiver des jeunes en situation de handicap à venir jusque dans nos écoles, avec un focus effectivement sur leurs parents, qui sont souvent des éléments importants dans la décision et dans la motivation de ces jeunes-là. Une convention avec le comité paralympique et sportif français, donc en vue des Jeux olympiques, mais là encore, comment organiser la réussite sportive de nos étudiants en situation de handicap. Une adhésion à l'Agence française de normalisation. Je ne sais pas si tu peux dire pourquoi, Hugues. Oui, cette adhésion est importante à double titre. D'une part, l'AFNOR reconnaît dans la CGE et dans son process d'accréditation un usinage, je dirais, de qualité. Et d'autre part, nous participons à l'élaboration d'une norme internationale sur les questions de stage et de reconnaissance de stage. Et de façon très simple, le fait d'être adhérent fait fondre considérablement les coûts de participation à ces travaux de normalisation. Voilà.
Donc, un partenariat avec Talent du numérique, hein, parce que de plus en plus de nos étudiants vont dans ces métiers du numérique. Et puis, un partenariat avec une jeune association qui s'appelle des Territoires aux grandes écoles, donc en lien avec la commission Grandes écoles et territoires, hein, qui cherche à essayer de motiver des jeunes des territoires éventuellement les plus reculés à accéder aux études supérieures et en particulier aux grandes écoles. Voilà pour ces éléments un peu généraux de l'activité de l'association. Et donc là, on vous propose 3 focus. Un focus sur les questions développement durable et responsabilité sociétale que va faire Denis Guibard. Un focus sur l'apprentissage que je vais faire moi. Et puis un focus sur le numérique et sur le label Forgy Digital que va faire Stéphanie Laville. Voilà. Denis, on te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Donc, tu Okay. cliques quand tu veux changer de slide. Oui, je vais demander les slides au passage. Donc, bonjour. Juste un tout petit point pour bien qu'elle... D'abord, Laurent, j'ai combien de temps? 5 minutes? 5 heures? 5 minutes max. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas parler de toute l'activité de la commission développement durable et responsabilité sociétale, mais me focaliser sur un point particulier qui est assez central de l'activité et de l'actualité sur le sujet, qui est ce qu'on appelle le groupe de travail présidé par Jean Jouzel, auquel la CGE a beaucoup contribué, notamment en la personne de Gérald Majou, que je remercie, et que je remercie également pour la préparation de ces slides, qui permet de passer au suivant. Donc, ce groupe, dit Jean Jouzel, il a été créé maintenant il y a 2 ans pratiquement, autour d'un sujet central, d'un point de départ central qui est l'urgence climatique, mais dans une problématique qui doit être vue de façon plus large, et on a œuvré pour que ce soit le cas, pour ne pas se limiter ni à la question strictement climatique, ni simplement à la transition écologique, même si c'est le libellé du groupe, mais bien à aborder cette question dans une transition écologique et sociétale, et d'une façon un petit peu globale, en lien avec les 17 objectifs du développement durable. Ces sujets, ils sont extrêmement importants dans la société, ça vous a pas échappé, ils deviennent de plus en plus importants pour nous au niveau des grandes écoles, notamment au travers de la réponse qu'on doit apporter à ces enjeux et de la mobilisation des étudiants, depuis quand même 2-3 ans maintenant, et c'est un petit peu cette mobilisation des étudiants qui a conduit le MESRI et sa ministre à passer une commande pour la mise en place de ce groupe de travail et de cette réflexion sur la façon d'embarquer les enjeux de transition écologique et sociétale dans l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur. Et donc de préparer les citoyens dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Je dis souvent que notre enjeu à tous dans nos grandes écoles, c'est de faire en sorte que les acteurs que nous formons, qui seront des acteurs importants et qui auront un certain poids et des leviers dans l'économie, soient en mesure d'intégrer les enjeux du développement durable au sens large dans leurs réflexions, dans leurs actions et dans leurs décisions. Et donc, ce groupe de travail s'est mis en place en 2020. Ça a été un processus assez long, qui n'est pas forcément totalement en phase avec l'urgence climatique, puisqu'il y a eu vraiment 2 phases. Un premier rapport intermédiaire qui a été produit en 2021, puis il y a eu une espèce un peu de temps mort autour de ce rapport, en lien notamment avec l'activité législative qu'il y avait sur les sujets à la fois de l'enseignement supérieur, de la recherche et du climat. Et puis une deuxième phase qui s'est activée en 2021 et qui a donné lieu à la remise d'un rapport final. Alors ce rapport final, à ma connaissance, il n'a pas encore été publié ni porté par la ministre. Donc, ce que je vous dis là est un tout petit peu off, si j'ose dire. On n'a pas encore les décisions qui font suite à ce travail. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le point central, c'est la formation et la sensibilisation et la formation de nos étudiants, mais l'ensemble des acteurs de l'écosystème, au sens large, sont concernés par cette réflexion et par les recommandations qui sont faites dans le rapport du groupe Jean Jouzel. Vous voyez ici, sans rentrer dans les détails, cette cartographie qui voit vraiment apparaître l'ensemble des parties prenantes
du monde de la formation et en fait du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, qui doit contribuer à cette transformation des formations et de la sensibilisation et des compétences de nos étudiants. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour aller à l'essentiel, il y a 3 grands messages qui ressortent, hein, du rapport. C'est d'abord de raisonner dans une démarche compétence, hein, pour l'ensemble des formations, pour dépasser aussi le fait d'avoir dans l'ensemble de nos cursus un cours sur le développement durable ou la transition écologique et de considérer que le sujet est clos, mais bien d'aller dans une démarche qui amène à avoir des compétences liées à ces enjeux de transition écologique dans l'ensemble des disciplines et des activités d'enseignement supérieur, avec un point important, un point central dans le cursus qui a été identifié comme étant le bac plus 2 pour couvrir l'ensemble des formations, aussi bien les formations en 2 ou 3 ans que les formations en 5 ans, quelle que soit la façon dont elles se découpent sur ces 5 années. Un deuxième élément extrêmement important et sur lequel on est souvent, et ça m'est arrivé plusieurs fois, interpellé, que ce soit par les étudiants et les journalistes, c'est le temps qu'il faudra mettre, hein, pour agir sur cette dimension-là, en tenant compte du fait qu'il y a forcément un besoin de passer par une formation de nos formateurs, hein, pour faire évoluer à la fois les compétences et les connaissances de nos enseignants-chercheurs et aussi nos formations. Vous le savez tous, une formation, un programme en 3 ans, ça ne se change pas instantanément, ni même d'une année sur l'autre, pour embarquer globalement ces enjeux de la transition écologique et du développement durable sur l'ensemble du cursus. Et puis, il y aura besoin d'un ensemble d'actions, d'animation, d'accompagnement, que ce soit avec des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles et intellectuelles, pour permettre à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur d'embarquer dans cette nécessaire transition. Le petit slide suivant, s'il vous plaît. Donc, il y a un ensemble de mesures, je ne vais pas toutes vous les donner, elles seront, j'espère, prochainement publiées et validées. Bien sûr, le point central de ces mesures, c'est autour de la base commune de connaissances et de compétences et les ressources pédagogiques qui l'accompagnent, mais il y a un ensemble de leviers et de modes d'action qui existent aussi pour amplifier et accompagner ce mouvement, hein, que ce soit dans les évaluations des personnels, notamment des enseignants-chercheurs, dans les dispositifs d'accréditation divers et variés de nos établissements, que ce soit au national ou à l'international, dans l'évolution des cadrages réglementaires, éventuellement dans l'évolution de la CEVEC aussi pour reconnaître les actions étudiants. Donc, vous voyez ici un ensemble de dispositifs, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Et il y a un élément qui est important, qui est cité dans le rapport Georges Jouzel et qui est un travail qui a été mené notamment par la conférence des grandes écoles avec ses partenaires, c'est le référentiel et le label des DRS, qui est un outil qui peut être utilisé pour accompagner et amplifier le mouvement de cette transition. Slide suivant. Et pour accompagner cette démarche, il y a un dispositif pérenne. Alors, le dispositif, on ne sait pas exactement ce que c'est en termes d'organisation, qui va être mis en place pour animer, coordonner, soutenir l'ensemble de ces actions et l'ensemble de ces acteurs. En tout cas, quand je dis il y a un dispositif, c'est la proposition et la recommandation du rapport de Jean Jouzel et de l'ensemble des membres du groupe de travail, hein, pour mettre en place, décliner les référentiels, mettre en place, animer un pôle national de ressources pédagogiques et scientifiques, assurer le soutien au réseau professionnel des personnels et puis travailler et mettre en place, si possible, un portail et une information sur les financements disponibles pour mettre en place ces formations et les actions, et de donner aussi, parce que les enjeux dont on parle ne sont pas strictement limités aux frontières de l'Hexagone, une dimension internationale à l'ensemble de ces travaux. Et sauf erreur, ça doit conclure la présentation. Je ne sais pas, Laurent, si on prend des questions ou pas. Bah, peut-être qu'on va faire tous les sujets, puis on verra à la fin. Hein. OK. Un deuxième focus sur le slide suivant sur l'apprentissage, avec un enjeu majeur pour les écoles de la CGE. Un petit état des lieux pour commencer sur la slide suivante, hein, pour dire que aujourd'hui, alors la slide n'arrive pas. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Voilà. La voilà qui arrive. Aujourd'hui,
les alternants, hein, c'est 19% des inscrits chez nous, donc c'est pour une part importante, hein, c'est plus du tout quelque chose de marginal. Un taux net d'emploi qui est légèrement plus élevé que celui des étudiants. Un écart de salaire femmes-hommes qui est plus faible, sensiblement plus faible que ce qu'on trouve sur l'ensemble des diplômés, hein. Et puis, malgré ce qu'on peut imaginer, aussi un premier emploi à l'international pour ces étudiants-là. Et la question de l'apprentissage aujourd'hui, pendant longtemps, on a décrit ça comme étant un moyen de financer ces études. C'est beaucoup plus que ça pour nos écoles. C'est essentiellement aujourd'hui un outil d'ouverture sociale de tout type dans nos écoles. Le développement de compétences essentielles dans nos cursus académiques, une passerelle forte, on le voit sur les questions de salaire et questions d'emploi vers les besoins de l'entreprise, et puis un élément d'insertion professionnelle rapide. Donc, l'apprentissage est un élément essentiel de notre dynamisme actuellement, avec des points de vigilance pour nous. La question des niveaux de prise en charge et des restes à charge, quasiment 20% de notre activité de formation, que je le dis, ce n'est pas du marginal, ça ne peut plus être considéré comme une activité marginale. Encore des inégalités dans la prise en charge des coûts contrats entre différentes formations, entre différentes typologies de formation, hein, et puis des problèmes sur lesquels on travaille, des freins à la mobilité internationale des étudiants avec des mécanismes d'arrêt du contrat qui sont parfois un arrêt du financement, donc c'est assez compliqué pour nos étudiants. Et donc sur la slide suivante, on se tourne aujourd'hui, on a un défi à relever collectivement pour continuer à proposer à nos étudiants ce statut d'apprenti. Il y a certaines écoles ou certains campus qui sont en interrogation s'il y a une baisse des prises en charge, une baisse des coûts contrats. Donc, on sait qu'il y a un déficit du côté France Compétences, on le comprend, on n'est pas irresponsable non plus, donc on travaille avec ça, mais on veut que l'apprentissage dans l'enseignement supérieur soit quelque chose de reconnu et de bien reconnu. Donc, on a besoin du concours de nos écoles membres. Je vous passe un message aujourd'hui, hein, pour avoir un maximum d'éléments en termes de lobbying sur la question de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et en particulier dans les grandes écoles. Donc, on va faire une enquête au printemps. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de répondre à cette enquête, envie d'avoir un baromètre, de nous remonter les coûts complets de l'apprentissage dans vos écoles, hein, et puis de vous accrocher au tableau de bord de l'apprentissage qui est un nouvel outil de référence pour le pilotage de l'apprentissage à la fois au niveau territorial et national. Donc, Alice Jacques, chez nous, pilote ces sujets-là et peut être votre correspondante. Voilà pour ce point. Et je passe la parole à Stéphanie pour la question là-bas. Là-bas, viens, ce sera plus rapide. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors j'allais enlever mon masque. Donc, quelques minutes pour vous parler d'un label et puis pour vous parler qualité de nos modèles de formation dans nos écoles, avec un constat qui part de quoi? Alors, le constat, c'est 2 ans de crise sanitaire, 2 ans dans lesquels toutes nos écoles ont dû faire évoluer leur modèle de formation, de pédagogie sur fond de numérique, sur fond de digital, mais également 2 ans au cours desquels toutes nos écoles ont digitalisé tous les processus de gestion de leurs établissements. Alors, il y avait un label qualité qui avait été proposé par la CGE, le label Fort Digital en 2018, on en avait déjà parlé. Et puis, les experts de la commission accréditation, et en particulier les experts du CHN, le comité d'habilitation numérique, se sont dit comment on va intégrer tout ce qui a été fait dans les établissements pendant 2 ans autour du numérique, du digital, et comment on va faire reconnaître la force de nos grandes écoles à l'extérieur pour les étudiants, donc tous nos apprenants, pour les familles qui choisissent d'orienter leurs enfants, pour les entreprises. En gros, comment la CGE peut reconnaître la qualité de nos écoles en retravaillant un nouveau format de label.
Alors, ce nouveau format de label, on le sait, la CGE, c'est une force lorsqu'on est membre de la CGE. On atteste de la qualité de ce modèle de la grande école. L'idée avec ce que je vais vous présenter, c'est toutes les réflexions qui ont été engagées pour attester de la qualité des écoles membres de la CGE dans leur capacité à intégrer du numérique, du digital, du distanciel et à le faire savoir et à le faire reconnaître. Alors, je vais vous montrer sur la diapo suivante ce qu'on vous propose. On vous propose aujourd'hui de découvrir un label qui évolue au sein de la CGE. Et moi, j'ai 3 minutes pour vous convaincre à la fin de cette présentation de candidater et de l'adopter. Alors, pour faciliter l'adoption de ce label, on est tous pressurisés par les classements, les enquêtes, les accréditations. Et je vous parle encore d'un nouveau label. Alors, vous connaissez les labels de la CGE, les labels classiques qu'on a l'habitude de découvrir dans les écoles comme les masters spécialisés, les MSI, les badges. Il y a un nouveau label qui va être proposé par la CGE. Il s'appelle le socle Fort Digital. Ce socle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous êtes tous aguerris d'enseignement distanciel, digital, numérique. Et donc, vous avez une maîtrise de pas mal de critères dans ce format d'enseignement qu'il vous faut impérativement faire reconnaître aux apprenants qui décideraient d'intégrer vos écoles et également tout l'écosystème de l'enseignement supérieur. Alors, pour faciliter l'adoption de ce référentiel pour les écoles, nous avons décidé, et je remercie fortement Laurent et Hugues, ainsi que Géraldine Cellier de la commission accréditation et Marie Salvant, nous avons décidé de vous faciliter la vie au niveau des établissements en vous proposant un processus simple pour candidater au label d'auto-évaluation en ligne. Donc, vous aurez un document qui va vous parvenir dans lequel on va vous demander de remplir tout un ensemble d'items assez bien menés et assez pédagogiques, c'est très clair, et qui vous permettra de voir à quel niveau vous en êtes d'une maîtrise du digital et du numérique pour avoir et bénéficier au niveau de l'établissement de ce label socle. Vous pourrez l'afficher comme un nouveau label de vos établissements, communiquer autour. Bien sûr, il faudra que ça s'accompagne d'une communication forte sur laquelle Laurent s'est engagé pour toutes les écoles de la CGE. Et puis, il y a des écoles qui sont très, très, très aguerries dans le digital, le distanciel, le numérique et qui sont allées très loin et qui peuvent, par exemple, se dire moi, j'ai le niveau minimal, ce niveau socle que je veux faire reconnaître, mais en plus, je voudrais faire reconnaître certaines expertises dans mon modèle d'école. Exemple, une école qui serait très, très, très tournée dans son modèle d'école vers l'international pourrait décider qu'elle veut faire valoir qu'elle a une avancée dans le digital et l'internationalisation et la façon dont elle gère soit ses enseignements, soit sa mobilité. Et elle recevrait donc une expertise supplémentaire, une sorte d'étoile, une lumière mise sur cette thématique, par exemple, de l'international. Donc, on est en train de travailler avec le comité sur ces briques d'expertise, mais 2 choses à retenir pour vous. La première, c'est que c'est une super nouvelle parce qu'elle va permettre aux écoles membres de la CGE d'afficher qu'elles sont très en avance par rapport à tous ces nouveaux entrants dans le domaine de la formation qui n'ont pas de label de qualité et dont nous, on atteste que quand on utilise du numérique, on est en capacité d'assurer que cet enseignement et ce modèle de pédagogie se transforment au niveau de modèles de formation par des éléments qui sont positifs. Donc, première chose, un nouveau label qui va être fort, qui va être signifiant pour l'écosystème. Deuxième chose, c'est un questionnaire souple pour vous, d'auto-évaluation en ligne pour avoir le socle. Et troisième chose, c'est la montée en expertise et dans ce label. Donc, une date à retenir, c'est à partir d'avril 2022 que vous pourrez candidater. Si vous pouvez me passer la diapo suivante. Donc, clairement, le numérique à la CGE, vous le savez, il y a beaucoup de commissions. Il y a aussi ce comité CHN. L'idée, c'est vraiment de monter en capacité, en reconnaissance sur ce numérique. Et puis, c'est aussi de se dire, on avait créé un label Fort Digital en 2018 qui avait été adopté par certaines écoles, mais pas suffisamment à notre goût. Et l'idée, c'est de vous montrer aussi que la CGE, elle évolue dans les référentiels et dans les labels et qu'elle intègre ces 2 ans qui n'ont pas servi à rien, qui ont permis à nos écoles de transformer, d'accélérer des pratiques, mais de les concrétiser dans un label qui nous permette de nous positionner de façon différenciante sur notre marché, mais également à l'international. Alors, vous dire évidemment qu'on va vous accompagner. Les experts pourront vous accompagner pour le socle, pour les niveaux d'expertise. D'ailleurs, on continue de travailler là-dessus. Et puis, vous dire que
ces pratiques qu'on a mis en place dans nos écoles, il faut absolument que vous arriviez dans vos modèles d'école à les valoriser. Et alors, si vous pouvez me montrer la dernière diapo, comme ça, je tiens le timing. Donc, le message que je voulais vous faire passer est le suivant. Donc, ce label Fort Digital Socle qui va être disponible pour que vous puissiez y candidater à partir d'avril 2022. On vous a mis les contacts, mais bien sûr, n'hésitez pas à contacter le comité accréditation et vous avez l'adresse qui est proposée ici. L'idée, c'est quoi? Si on capitalise, c'est capitaliser sur l'investissement qu'on a engagé. C'est de l'investissement dans les ressources humaines, puisqu'on a tous nos ingénieurs pédagogiques, nos professeurs, mais également tous nos programmes de formation qui sont passés vitesse grand V à de la digitalisation, au départ peut-être un peu en marche forcée, en mode 100%, mais qui ont maintenant reconnu que ça leur permettait de faire des choses incroyables dans leurs établissements. Donc, on vous invite à candidater à ce label pour accompagner votre stratégie numérique, pour vous positionner de façon différenciante et pour vous faire reconnaître le modèle de qualité de formation qui est délivré dans les grandes écoles de la CGE. Voilà, je laisse la parole parce que je sais que le timing est chargé, mais on vous attend nombreux, donc il faut absolument que toutes les écoles candidatent en avril 2022. Merci beaucoup. Reste là parce qu'on peut prendre quelques minutes s'il y a des questions sur ces 3 sujets, DDRS et Jean Jouzel, sur le sujet apprentissage ou sur le sujet label Fort Digital. À votre écoute, que vous soyez en présentiel, Hugues a un micro, ou en distanciel. C'était ultra clair. Voilà. Désolé d'avancer vite, mais voilà. Merci Stéphanie. Ah, il y a une question là-bas. Attends. Là. Tiens. Bonjour, une question pratique sur le label que vous venez de présenter. C'est bien, vous prévoyez de le facturer aux écoles? Oui, alors je passe la parole à Hugues pour les côtés financiers. Moi, je suis là pour le côté plus… Merci pour la question. J'aurais été étonné qu'elle ne soit pas posée. Donc, effectivement, le label aura un coût de 750 € pour la première année qui se décompose avec 250 € de frais d'instruction et 500 € de label. Et donc, le label, en fin de compte, a un coût de 500 € à l'année. Et les dossiers sont instruits par le CHN, qui est composé de 14 membres à date, dont 8 sont membres des grandes écoles et d'experts qui sont tous reconnus pour leur engagement dans le digital, le numérique, l'innovation pédagogique. Et donc, voilà, on travaille avec ce comité à l'examen des candidatures. Allez, c'est la bonne.